Ça marche. Vous m'entendez tous, au fond aussi? Bon. Merci à toutes et à tous d'être venus encore aussi nombreux ce soir. On avait déjà eu beaucoup de monde à la salle Georges Brassens, donc on est extrêmement heureux de voir que les gens se déplacent pour venir écouter notre message, écouter ce que l'on a à dire aux Montoises et aux Montois. Juste un petit rappel sur la philosophie de notre démarche. Nous avions à cœur, sur le territoire de Mont-de-Marsan, d'arriver à rassembler les forces de gauche et les écologistes. On y a travaillé, on a beaucoup discuté, on a essayé de voir un petit peu qu'est-ce qui nous rapprochait et on s'est rendu compte très vite qu'en réalité, nos différences étaient bien plus minces que tous nos points de convergence. Donc, à partir de ce constat-là, on a commencé à travailler sur les fondements d'un projet, d'un programme. On a sollicité beaucoup d'acteurs de la société civile, beaucoup d'acteurs de la vie associative montoise, et beaucoup d'entre eux nous ont également rejoints dans notre combat, dans notre démarche, après qu'on les ait sollicités et qu'on ait exposé notre projet et notre vision des choses pour Mont-de-Marsan. Donc aujourd'hui, on est extrêmement heureux de proposer une liste de rassemblement, une liste unie. On a travaillé sur des ateliers ensemble, alors des ateliers publics tout au long du mois de novembre, puis ensuite un petit noyau s'est formé dans le mois de décembre. Et on a eu à cœur de travailler ensemble en associant des gens qui étaient un peu plus experts sur certaines choses. Et de là est né notre programme. Notre programme, on l'a publié assez vite. On est heureux de constater qu'aujourd'hui, il inspire d'autres listes sur Mont-de-Marsan. Voilà, donc aujourd'hui, on a un programme que l'on a souhaité décliner sur un certain nombre de thématiques. Et donc on va pouvoir les faire apparaître. Nous, on propose une vision nouvelle pour Mont-de-Marsan. Et on a décidé donc de vous présenter le programme par thématique. Alors, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas très très long, on ne va pas partir sur une discussion qui va durer des heures et des heures, mais c'est quand même assez important d'arriver à avoir une vision globale de notre projet, de notre programme. Alors, sur la partie, on va commencer par le développement économique. Donc sur la partie développement éco, nous ce que l'on constate c'est que le territoire aujourd'hui, à défaut d'être en marche, il est en panne. Cela signifie que lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe sur le cœur de ville de Mont-de-Marsan, on constate que depuis 2011, même un peu avant, beaucoup de commerces ont disparu. On constate également que le tissu de l'emploi s'est fortement dégradé et on a perdu environ, ce sont les chiffres de l'INSEE, je rappelle, vous pouvez les consulter sur le site de l'INSEE, 953 emplois ont disparu entre 2011 et 2016, que ce soit des emplois publics ou privés. Nous, on estime qu'il ne faut pas se résigner à voir ce tissu d'emploi se dégrader continuellement, il faut se retrousser les manches. On considère surtout que la puissance publique a toute sa place dans ce défi. Et on regrette que, par exemple, je prends l'exemple qui parle le plus, sur le projet notamment des Halles, sur l'aménagement qui a été proposé aux Halles, on regrette que la puissance publique se soit totalement désengagée au profit d'un promoteur privé et qu'il y ait un bail amphithéotique de 54 ans qui ait été signé. Parce que la difficulté, le danger, on le constate aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où les commerces s'en vont, il n'y a pas de réponse de la puissance publique. Puisqu'on est enfermé dans un bail qui dure 54 ans. On n'en est qu'à 2 ans, il reste 52 ans. Voilà. Donc nous, on considère que la puissance publique, elle a toute sa place dans le développement de l'économie montoise. Et pour cela, il existe un outil qui est aujourd'hui en place sur le territoire, qui est une pépinière d'entreprise. La pépinière d'entreprise, quand vous regardez le nombre de commerces et d'entreprises assez importantes qui se sont installées sur Mont-de-Marsan ces derniers temps, eh bien vous verrez vite qu'il n'y a pas grand-chose. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous on considère que la pépinière d'entreprise, elle n'est pas suffisamment valorisée, pas suffisamment développée et utilisée. Là encore, ça suppose que la puissance publique se retrousse les manches et arrive à organiser un service au sein de l'Office du tourisme, du commerce et de l'artisanat qui soit à même de répondre aux besoins des entreprises du territoire. Or aujourd'hui, on constate que cet outil, il n'est pas suffisamment valorisé, il n'est pas suffisamment développé et le territoire en souffre grandement. De la même manière, il y a un autre aspect de développement du territoire qui s'appelle la fibre. Alors en ce moment, on nous matraque de communication sur la fibre, tout va bien, messieurs, dames, tout est prêt. Non, mais attendez, on est en 2020. On est en 2020. Et quand vous regardez plus précisément ce qui se fait aujourd'hui sur la fibre, on n'est qu'au début du commencement de la genèse du projet. Aujourd'hui, ce qui est dit dans les supports médiatiques divers et variés, c'est que les armoires permettant de tirer la fibre ont été installées. Mais je vous rappelle quand même que
entre l'armoire et la personne qui va pouvoir se raccorder à la fibre, il y a l'étape de déployer la fibre jusqu'au commerce, jusqu'au particulier sur le territoire. On a pris énormément de retard. Pour attester ces propos, on peut faire la démonstration assez facilement. Je vous invite à aller sur le site de l'ARCEP et regarder en 28 novembre 2018 où en était le déploiement de la fibre sur le territoire. Vous constaterez que sur tout le canton nord, on est très en retard. C'est le retard qui est en train d'être comblé aujourd'hui. Le problème, c'est qu'encore une fois, pendant ce temps-là, vous n'arriverez pas à attirer des commerçants, des industriels sur le territoire. Donc voilà, donc, aujourd'hui, nous on constate que le développement économique est en souffrance, qu'il y a eu beaucoup de retard qui a été pris tant sur la pépinière d'entreprise et son développement et son animation, que sur la fibre, que sur l'animation du cœur de ville. Le fait de racheter des mètres carrés commerciaux est une bonne idée. La question, c'est pourquoi ils s'y sont mis aussi tard. C'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, quand une municipalité, une collectivité est capable de donner une subvention de 1,5 million pour un 3e cinéma à Mont-de-Marsan, qui, à notre sens, ne se justifiait pas, pourquoi ne pas avoir fléché cette somme-là pour acheter des mètres carrés commerciaux en cœur de ville et participer à l'installation de nouveaux commerces dans le cœur de ville? Parce que c'est bien là tout l'enjeu. On parlait des halles tout à l'heure, juste vous dire que nous, on a une vision pour ce lieu-là qui est différente de celle de l'exécutif actuel. On sait très bien, on y reviendra un peu plus tard, l'alimentation en circuit court, de qualité, que ce soit en agriculture biologique ou avec les signes officiels de qualité, les labels IGP, AOC, label rouge, c'est un enjeu de santé publique et c'est quelque chose pour également l'avenir de nos enfants, par exemple. L'accès à une alimentation de qualité doit être aujourd'hui développé, prôné et surtout développé par les pouvoirs publics. Donc nous, sur les halles, nous souhaitons développer un magasin de producteurs. Nous savons d'ores et déjà que certains acteurs sont tout à fait partants pour nous accompagner dans ce projet. Je pense par exemple à l'ESAT de Nonnerre, qui n'attend que ça, et qui est en attente d'un lieu, par exemple, de commercialisation plus proche du cœur de ville que du point de vente qui se situe à côté de la base. De la même manière, nous avons des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, les AMAP, et les AMAP, il y en a plusieurs sur Mont-de-Marsan, l'AMAP du Moon, l'AMAP des Rivières, bon, ces AMAP-là seraient prêtes également à venir animer un point de collecte ou un point de distribution dans le cœur des halles. Donc nous avons ce projet-là dans les halles, nous savons que c'est un enjeu fort de santé publique, un enjeu de territoire, un enjeu pour l'agriculture de demain également, et cela nous permettrait, de la même manière, d'accompagner l'installation de maraîchers en agriculture biologique sur le territoire de l'agglomération et de Mont-de-Marsan. Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas une utopie, ça se fait ailleurs, sur d'autres territoires du département des Landes. Regardez ce qui se fait du côté de Magescq, bientôt de Mimizan. Vous avez effectivement aujourd'hui des collectivités, en l'occurrence le conseil départemental des Landes, qui installent des maraîchers bio sur le territoire. Pourquoi Mont-de-Marsan, encore une fois, est à la traîne et est en retard? Bon, c'est la question qu'on s'est posée pendant longtemps et aujourd'hui c'est quelque chose sur laquelle il faut avoir une action forte. De la même manière, dans les halles, nous souhaitons développer un guichet unique de conseils en matière de développement durable, d'isolation thermique et de rénovation énergétique, à destination des particuliers et des entreprises. De la même manière, il faut que l'on soit cohérent quand on dit qu'on veut développer le tissu commercial dans le cœur de ville, il faut aussi accompagner les commerces dans diverses entreprises. L'installation, c'est le rôle de l'Office de tourisme, de commerce et de l'artisanat, mais également accompagner les commerces qui sont déjà installés et les particuliers qui sont sur Mont-de-Marsan pour mener à bien toutes leurs démarches d'amélioration en matière de consommation énergétique, développement durable et rénovation thermique. Voilà un petit peu sur le volet développement économique, et je dirais, j'irai même un peu plus loin, je dirais qu'aujourd'hui, la collectivité a démissionné sur ce sujet-là. Alors ils essayent aujourd'hui de mettre des sparadraps, des scotch pour pas qu'on voit les failles. Il ne faut pas oublier que la vacance commerciale entre 2009 et aujourd'hui, elle est passée de 9 à 19%. Alors, effectivement, on essaie d'installer des boutiques éphémères qui permettent de faire baisser le taux de vacances. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que vous lirez dans la communication de la mairie et de l'agglomération. Ça reste des boutiques éphémères, il faut avoir une autre vision. Nous, notre vision, c'est que pour arriver à développer le cœur de ville, il faut le spécialiser, spécifier les commerces qui viendront s'installer. Aujourd'hui, ce n'est pas utile de demander à des grandes enseignes de venir s'installer en cœur de ville. On sait très bien qu'au premier coup de vent, à la première crise, ces enseignes-là partiront soit au Grand Moon, soit quitteront le territoire.
Essayons d'avoir une autre vision de notre cœur de ville. Vous avez aujourd'hui des initiatives intéressantes, des commerces qui se sont installés. Alors je pense aux pionniers, la librairie Caractère, qui eux se sont installés depuis quelques années déjà et qui aujourd'hui ont une solidité assez impressionnante. Leur solidité, elle vient aussi de leur vision des choses. Ils développent des conférences, il y a un café associatif, c'est quelque chose de très intéressant. Vous avez également la part du colibri, l'épicerie fine qui s'est installée. Ça, c'est intéressant, puisqu'on retombe sur des enjeux de consommation et des enjeux environnementaux. Vous avez également la boutique Ludicland. D'ailleurs, je vous invite à regarder ce qui se passe du côté des jeux, alors pas en ligne du coup, et c'est assez intéressant de voir qu'il y a un essor nouveau sur les jeux de société actuellement en France et ailleurs. Et cette boutique est intéressante puisqu'elle a su saisir la balle au rebond, prendre l'air du temps et installer son officine à Mont-de-Marsan. Et ça fonctionne, pourvu que ça dure. Donc voilà, moi je pense qu'il faut avoir une autre vision du développement économique de notre territoire, être capable d'accompagner les acteurs importants, de continuer à développer nos zones d'activité, Mamoura, Calois Sud, Calois Nord, arrêter avec cette vision anachronique du développement éco qu'a été le projet de Malage. Alors il a été abandonné, mais il faut voir au bout de combien de temps et au bout de combien d'efforts pour la majorité actuelle. Sachant que l'abandon du projet de Malage, ce n'est pas une volonté de l'exécutif, c'est juste que Carrefour est sorti du projet, ce qui a obligé la puissance publique à changer de logiciel. Aujourd'hui, on nous parle d'une ferme agricole sur le projet de Malage pour augmenter la part de bio dans les cantines. Allez sur le site de l'agglomération, allez regarder les repas qui sont délivrés à nos enfants dans les cantines. Un aliment bio par semaine. Bon, voilà, c'est juste complètement insuffisant. Donc aujourd'hui, la collectivité a été obligée de revoir son logiciel sur le développement économique parce que les grands promoteurs qui devaient créer un grand monde 2 sont partis. Voilà. Donc nous, cette vision-là, on la dénonce, on la bat en brèche et on propose une autre vision du territoire. Ensuite, sur le développement économique, il y a d'autres leviers à actionner. Les nouvelles galeries. Les nouvelles galeries, ça a été acheté à prix d'or par la collectivité. Je vous rappelle que les services avaient estimé que le foncier à 300 000, 400 000 dans les estimations les plus hautes, ça a été racheté 1,2 million. Voilà. C'est un prix qui est excessif, c'est une mauvaise utilisation des deniers publics, et nous, ça, on l'a dénoncé, et la constante a été au conseil municipal de dire que, effectivement, le coût du rachat était bien trop élevé. Nous avons aussi la volonté d'instaurer la gratuité des transports. Bon là je suis content, on est les seuls à le proposer, personne n'a voulu nous suivre sur ce sujet-là, tant mieux. Sachant que là encore, attention, on n'est pas sur une utopie, on n'est pas sur quelque chose d'infaisable. Des grandes villes l'ont fait, Dunkerque, Niort, beaucoup de villes l'ont fait. Libourne, plus près de nous, l'ont fait également. La gratuité des transports, elle est finançable. Il y a d'une part la possibilité de changer d'opérateur à la fin de la délégation de service public. Nous avons aujourd'hui un autre opérateur qui gère des transports urbains dans les Landes, qui s'appelle la Société publique de transport, la SPL, la Société publique Translandes, et qui aujourd'hui gère le transport sur Biscarrosse, pas vraiment de gauche, Marennes, Adour, Côte Sud et Dax. Le coût au kilomètre qui est tarifé par la Société publique est inférieur au coût qui est aujourd'hui tarifé par Veolia. Donc, si vous voulez, on peut faire des économies à ce niveau-là. De la même manière, il y a un autre outil pour financer la gratuité, ça s'appelle la taxe transport. La taxe transport, c'est une taxe qui s'applique sur les administrations et les entreprises de plus de 11 salariés. Aujourd'hui, le taux est très faible à Mont-de-Marsan. Sachant que l'intérêt d'augmenter un peu la taxe transport pour financer les transports gratuits sur l'agglomération, c'est que les premiers bénéficiaires, alors, outre les usagers, les personnes à mobilité réduite, les seniors, les étudiants, ce seront aussi les commerçants du cœur de ville, parce qu'eux ne supporteront pas le coût et la hausse de la taxe transport. Donc là, on est sur une vision qui est cohérente. On veut ramener du monde au cœur de ville, mais on n'impacte pas les commerçants du cœur de ville financièrement pour leur permettre d'avoir un afflux de population dans le centre. De la même manière, alors, on revient sur les nouvelles galeries. Sur les nouvelles galeries, il faut aussi voir que nous avons un projet qui se fait en 3 parties. Nous avons l'envie, le souhait, la nécessité de développer des logements sur les nouvelles galeries. Pourquoi ? Vous avez, dans le cœur de ville de Mont-de-Marsan, un taux de logement insalubre qui est très important. On a une paupérisation du cœur de ville qui provient aussi de la mauvaise qualité ou de l'insalubrité des logements qui sont proposés dans le centre de Mont-de-Marsan. Donc aujourd'hui, proposer des logements aux nouvelles galeries, c'est quelque chose qui va permettre aussi d'insuffler un nouvel essor pour le centre-ville.
Nous souhaitons également développer une filière en ingénierie climatique, faire une action forte destinée à la jeunesse. Je suis sûr que parmi vous, il y a beaucoup de parents d'élèves qui ont été confrontés au financement des études de leurs jeunes et de leurs enfants. Aujourd'hui, quand vous allez sur Bordeaux, sur Toulouse, moi c'était mon cas, vous avez une difficulté croissante d'accès au logement pour les étudiants. Vous avez une difficulté croissante à financer l'étude des plus jeunes et des étudiants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut inverser la vision des choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut permettre à nos jeunes de rester sur le territoire montois en offrant des filières et en offrant des formations. C'est un enjeu d'avenir, on sait très bien que notamment l'enjeu climatique est prégnant et fort, et l'économie landaise risque d'être, et est déjà impactée, on l'a vu avec les crises successives d'influenza aviaire sur la filière gras notamment, et vous avez aujourd'hui une, comment dire, pas une faiblesse, mais un risque élevé des filières industrielles et agricoles landaises par rapport au changement climatique. Donc proposer à Mont-de-Marsan une formation en ingénierie climatique permettrait aussi de préparer des jeunes cadres, des jeunes ingénieurs à venir suppléer, venir aider et travailler dans les filières industrielles landaises. Enfin, et là c'est une expérimentation là aussi qui existe depuis quelques temps, dont on n'a pas vu émerger dans le département des Landes, mais nous on souhaite le mettre en place, c'est l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Alors en l'espèce, c'est pas moi l'expert. L'expert c'est Romain, mon colistier. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'il vous présente de manière complète et globale ce qu'est l'expérimentation territoire zéro chômeur. Merci Jean-Baptiste. Alors bonsoir à toutes et tous. D'abord merci à tous d'être venus nombreux quand même pour écouter et découvrir notre programme. Je remercie aussi Jean-Baptiste de me laisser la parole sur un sujet qui m'est cher, l'emploi, notamment l'emploi chez nous et notamment pour les plus défavorisés. Alors avant de vous présenter la mesure, je suis pas un aussi bon tribun que Jean-Baptiste, je suis désolé, j'ai des notes. Tu te débrouilles. Je m'en excuse d'avance, vous allez le voir, je vais baisser un peu la tête. Avant de vous présenter la mesure, je voudrais poser avec vous un constat. Alors c'est conjoncturel, vous l'avez peut-être vu, lu dans les journaux, dans les médias, il y a une reprise de l'activité en France. Il y a une baisse aussi du chômage. Cette tendance, on le constate aussi chez nous. Pour autant, l'équipe municipale, l'équipe d'Ayo, bien avant même l'équipe de Madame Dariussec, a délaissé le volet emploi parmi ses compétences. Elle a vraiment délaissé le volet emploi. On peut d'ailleurs constater, Jean-Baptiste l'a dit tout à l'heure, un manque de vision globale de la part de M. Daillot, de son équipe, sur le développement économique de la ville. Jean-Baptiste l'a dit, c'est près de 1000 emplois qui ont été perdus ces dernières années. Je peux aussi noter qu'il n'y a aucune entreprise de renom qui est venue s'installer sur le territoire. Au-delà de ce constat, moi il y a quelque chose aussi qui me frappe plus particulièrement, c'est que la municipalité n'a rien intenté pour les publics qui sont en difficulté sur le marché de l'emploi. N'a rien intenté pour l'inclusion de ces personnes-là. Alors, pourtant, moi je pense que l'emploi c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous et à toutes les strates des pouvoirs publics. Même en local, je suis convaincu qu'on peut faire quelque chose. Nous le nouvel élan populaire, nous voulons prendre activement à l'effort d'inclusion sociale et professionnelle de nos concitoyens en situation délicate sur le marché de l'emploi. Nous, le nouvel élan populaire, nous voulons profiter de cette conjoncture. Nous voulons profiter de cette reprise d'activité tant qu'elle est présente encore, pour donner à tous une chance de trouver ou de retrouver un emploi. Du coup, c'est pour ça que nous voulons nous engager dans la démarche territoire zéro chômeur. Alors, pardon, je masque tout. La démarche territoire zéro chômeur, KESACO, qu'est-ce que c'est? Quelle est cette appellation? Alors, en clair, c'est créer ce qu'on appelle une entreprise à but d'emploi. Qui va la créer, cette entreprise à but d'emploi? C'est une association locale, porteuse du projet qui souhaitera s'y investir. Mais attention, il y a quelque chose que je souhaite préciser, parce que peut-être dans l'assistance, nous avons des entrepreneurs, et il est bon de rassurer tout le monde à ce niveau-là. Le but, ce n'est pas de créer une activité qui rentrera en concurrence avec d'autres activités existantes sur le territoire. Je pense aux entrepreneurs privés, mais aussi aux associations. Je pense aussi à nous, ce qu'on peut faire aussi avec les collectivités. L'objectif, c'est vraiment de créer une activité qui n'existe pas aujourd'hui sur le territoire. De développer du travail supplémentaire, j'ai même envie de dire. Pour éviter de prendre le travail des opérateurs déjà en place.
J'ai envie de dire que c'est créer une nouvelle opportunité locale d'activité. Alors, qui est-ce qui va déterminer cette activité? C'est tout simplement vous. C'est vous, les administrés. C'est vous, nos concitoyens, qui allez déterminer l'activité que vous allez vouloir voir émerger sur le territoire. C'est vous, après consultation, qui allez nous dire, tiens, il manque telle activité, tel service sur le territoire. Nous, en plus de développer l'activité via l'entreprise à but d'emploi, on va s'assurer surtout de vous le rendre financièrement accessible. Voilà. Mais cette activité, tout le monde pourra en bénéficier. De cette entreprise, de l'activité de cette entreprise, excusez-moi, tout le monde pourra en bénéficier. Ça sera fait pour les particuliers, mais selon l'activité, mais aussi pour les entreprises, pour les collectivités, pour les associations. Voilà. Maintenant, l'autre question, qui vaut son pesant d'or, c'est qui embauche-t-on? Mais c'est là l'essence même de la mesure. La finalité de ce projet de territoire zéro chômeur. La finalité de cette entreprise à but d'emploi, j'insiste encore sur cette dénomination, entreprise à but d'emploi. La finalité de ce projet de territoire zéro chômeur, c'est de favoriser l'inclusion professionnelle des demandeurs d'emploi à longue durée. De ces demandeurs d'emploi en difficulté dans leur recherche sur notre marché de l'emploi local. Alors, en amont, il y aura tout un travail de conseil en insertion professionnelle. Si vous avez lu la liste, vous savez que du coup c'est un peu mon dada. Il y aura tout ce travail de conseil en insertion professionnelle qui sera entrepris en amont du recrutement. Nous irons à la rencontre des candidats qui souhaitent être recrutés dans cette entreprise à but d'emploi. Nous irons identifier avec eux leurs compétences. Et on va leur demander, mais qu'est-ce qu'ils savent faire? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre? Pour pouvoir ensuite intégrer cette entreprise à but d'emploi de la manière la plus sereine. Et du coup, qui souhaite s'investir, qui souhaite intégrer l'entreprise pourra devenir commercial ou chauffeur poids lourd, ou jardinier, ou faire tous les métiers qui peuvent exister et que vous aurez privilégié dans la dénomination de l'activité que l'on aura retenue. Je change de feuille. Alors, pour moi, ce projet, il renverse l'action publique. Les personnes privées d'emploi, à l'heure actuelle, invisibles de l'action publique, elles seront au cœur même de notre projet. Elles deviendront salariées et construiront en collaboration avec la direction de l'entreprise et avec les pouvoirs publics l'avenir de cette entreprise à but d'emploi. Mais là encore, notamment sur la définition des profils que nous souhaiterions recruter, on veut avant tout travailler en collaboration avec ce qui se fait déjà sur le territoire, avec les opérateurs présents pour l'emploi. Comme je l'ai dit en amont, les opérateurs présents sur le territoire font de l'excellent travail. Le but pour nous, c'est de venir en complémentarité à ce qui se fait pour finalement apporter une réponse à tout ce public demandeur d'emploi longue durée, une réponse adaptée. Alors maintenant, la question, le nerf de la guerre. Mais comment ça se finance? Et vous allez voir schématiquement, c'est très simple. On prend d'un côté le coût du chômage. 40 millions. On le remet par personne. 18 000 € par personne. De l'autre côté, le coût d'un SMIC. Le coût d'un SMIC, c'est 20 000 €. Toutes cotisations comprises. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend ces 18 millions, on les convertit en salaire. Ce salaire de 20 millions. Et comme ça, on finance un emploi sur notre territoire. Et un emploi, je tiens à le préciser, puisque c'est là aussi l'essence de notre mesure, un emploi que l'on souhaite durable, puisque ce sont des CDI qui sont proposés. Le but est de pérenniser le retour à l'emploi pour ces personnes en difficulté. Alors, ce projet, on ne veut pas le porter seul. Nous, on veut y associer tous les opérateurs, tous les acteurs de l'emploi sur notre territoire. Je pense aux opérateurs comme Pôle emploi, Cap emploi, la mission locale. Il y a aussi les structures d'insertion. On en a rencontré une en partage pour ne pas la nommer avec Jean-Baptiste avant-hier. Je pense aussi au pouvoir public, les entreprises privées, qui sont aussi évidemment actrices de l'emploi chez nous. Évidemment, rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a 2 minutes, vous, puisque c'est vous qui allez déterminer la nature de l'activité de cette entreprise à but d'emploi. C'est un projet qu'on veut avant tout collaboratif. Collaboratif pour donner aussi de la cohésion sociale sur notre territoire. Alors, en conclusion, je vais peut-être être ambitieux en disant ça, mais si on n'était pas ambitieux, on ne serait pas là, hein, Jean-Baptiste.
C'est peut-être ambitieux ce que je vais dire, mais le territoire zéro chômeur, c'est un projet de société qui prétend détruire la privation d'emploi et renforcer, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, la cohésion sociale. Ça existe déjà ailleurs, ça a été pratiqué. Jean-Baptiste, tu pourras peut-être nous le dire. Il y a un département, une collectivité qui le fait, et ça marche, ça fonctionne. C'est pour ça qu'on veut, nous, s'en emparer. Nous voulons, nous, le nouvel élan populaire, nous y inscrire pour donner la chance à tous de retrouver un emploi et de prendre part activement au projet de la collectivité. Nous voulons, nous, le nouvel élan populaire, reprendre la main sur le volet de l'emploi qui a été trop longtemps abandonné sur notre collectivité, sur notre ville, sur notre agglomération. Nous voulons œuvrer pour l'inclusion sociale et professionnelle de nos concitoyens, l'inclusion durable. De manière personnelle, je pense qu'on n'a pas encore tout tenté sur le chômage. Ce qu'on vous présente, ce projet, le territoire zéro chômeur, c'est une solution. Mais moi j'y crois à cette solution et je pense qu'on peut vous prouver qu'on y aboutira. Voilà. Merci. Merci Romain. Bon, il fait une chaleur écrasante, je pense que je ne suis pas le seul à le ressentir. Donc maintenant, sur la partie développement éco, on a fini, on va passer à la suite. Oui, pardon, bien vu. L'hippodrome, important. L'hippodrome, c'est important. On a rencontré le directeur des courses avec Gaëtan, je ne sais pas où tu te caches Gaëtan. T'es là. On a rencontré le directeur des courses l'autre jour. Ayez à l'esprit quand même que l'hippodrome, c'est un formidable outil qui comprend beaucoup d'emplois. La filière du cheval aujourd'hui est une filière, on va dire pour un cheval à Mont-de-Marsan, vous avez 2 à 3 emplois qui sont assurés. La piste de l'hippodrome des Grands Pins est quand même l'une des plus grandes pistes de France et il faut absolument la valoriser. Bon, des travaux ont été faits, on ne va pas se mentir, des travaux ont été faits sur la structure, mais bon, il faut quand même veiller à maintenir cet hippodrome en état, continuer à accompagner les courses qui s'y font, parce que c'est quand même un acteur de l'économie du territoire montois. Alors voilà, là on a voulu vous montrer un petit peu ce que l'on aspire à faire sur les nouvelles galeries avec une halle des initiatives. Un lieu qui sera dédié, donc comme je vous l'ai dit, à la formation. Il y aura également des logements. Nous, dans notre esprit, c'est également faire un petit peu ce qui se fait au niveau de la librairie Caractère, mais en plus grand, sachant que la librairie Caractère nous a dit qu'ils étaient assez réceptifs à cette idée-là. Donc l'idée, c'est également d'en faire un endroit socio-culturel à destination des jeunes. Alors attendez, je ne dis pas de bêtises, mardi soir, j'ai rencontré donc, les jeunes du lycée d'Espio, il y a eu un papier dans la presse aujourd'hui. Les choses qu'ils nous ont dites, c'est à Mont-de-Marsan, quand c'est mercredi après-midi, qu'on se promène en ville, on n'a pas de lieu identifié pour se retrouver, pour discuter, un lieu où on peut échanger, se poser, être entre nous ou ouvert au grand public. On pourrait, et on veut le faire, on veut dédier une partie des halles pour un espace de ce genre-là dédié à la jeunesse et aux initiatives locales. On va passer maintenant à la partie agriculture, urbanisme et environnement. Vas-y, déroule tout le livre, après je vais commenter. Rénovation des cuisines centrales. Nous avons un outil qui est à même aujourd'hui de répondre aux besoins tant des CIAS, CCAS, EHPAD et des écoles. Il faut maintenir cet outil en état. Donc la rénovation, il faut l'accompagner, la poursuivre et l'amplifier pour conserver cet outil important d'alimentation sur notre territoire. Augmenter la part des aliments bio. Alors, vous allez me dire, il y a une loi qui existe, la loi Egalim. Je suis d'accord avec vous. La loi Egalim, c'est 50% de produits bio ou sous signe officiel de qualité. Il ne faut pas s'interdire d'aller plus loin. Il ne faut pas s'interdire d'essayer de viser un peu plus haut. Il ne faut pas s'interdire de se mettre des objectifs un peu plus ambitieux. Sachant que, je me répète, mais un aliment, pas un repas, un aliment bio par semaine dans les cantines de l'agglomération montoise aujourd'hui, on considère que c'est bien trop peu. Rédiger un plan alimentaire, donc ça c'est justement pour mettre en musique de façon concrète et mettre aujourd'hui un outil écrit, signé, fléché, qui nous permettra d'augmenter la part des aliments bio et d'améliorer la qualité de l'alimentation sur le territoire, et installer des maraîchers en agriculture biologique, avec l'outil Espace Test agricole dont je vous parlais tout à l'heure. Si on poursuit, nous avons aussi l'ambition sur Mont-de-Marsan. Alors, on en a parlé récemment ces derniers temps. Je vais commencer par les pistes cyclables parce que c'est un petit peu aussi là le sujet en ce moment dont beaucoup de gens parlent.
Nous avons l'ambition de développer les pistes cyclables. Là encore, on est en 2020, il faut être en phase avec son temps, avec son époque. De plus en plus d'usagers souhaitent se déplacer en vélo dans les rues montoises. Et quand on voit la journée qu'on a eue aujourd'hui, je les comprends bien. Seulement, il faut être à même de proposer des structures pour le faire. Je vais vous donner un exemple très concret. Lorsqu'on sera élu, la première chose que l'on fera, c'est réfléchir à relier le bout de l'avenue Éloi du Com au Sablard. Pourquoi ? Quand vous regardez aujourd'hui, si vous partez, allez, on va partir de la voie verte. Vous êtes à la voie verte, vous passez sous la rocade, vous traversez le Val d'Argance, vous arrivez au Bélier, vous continuez, vous arrivez à Majourao. Vous pouvez descendre là une piste cyclable qui est sécurisée, qui est bien faite, il n'y a rien à dire. Vous arrivez au feu, vous traversez, vous passez devant le cabinet de radiologie, le Renaissance. Là déjà, vous arrivez à l'Aéroire, ça se complique un petit peu. Vous prenez ensuite Éloi du Com, qui est une belle réussite d'aménagement cyclable. Sauf que quand vous arrivez au bout de l'avenue Éloi du Com, là vous êtes bloqué. C'est-à-dire que vous êtes obligé de passer par les allées Broucher pour rejoindre la place Saint-Roch, Sadi Carnot, où là, Sadi Carnot, il n'y a pas de difficulté, et ensuite rejoindre la place des Arènes, et vous pouvez dérouler jusqu'au Manotte sans difficulté, il y a des pistes. Vous avez par exemple cette dent creuse, vous avez cet espace-là qui s'appelle les allées Broucher, vous n'avez aucune possibilité de vous déplacer en vélo de manière sécurisée. Commençons par faire ça. Commençons par permettre aux usagers cyclistes de traverser la ville de part en part de manière sécurisée. Et ensuite, effectivement, réfléchissons aux pistes cyclables dans les quartiers. Essayons de voir comment on peut continuer à développer les pistes dans les quartiers et interconnecter la ville de Mont-de-Marsan. Ça demande des financements importants, on en est conscient. C'est pour ça que nous, on se dit priorité à la connexion, à la traversée, à la grande traversante, c'est ce qu'on appelle nous la grande traversante. Permettons aux gens de traverser la ville de part en part et ensuite d'avoir une projection dans les quartiers. Ça, c'est important. Renforcer les espaces verts de la ville de Mont-de-Marsan. Oui, parce que nous avons le souhait farouche, l'envie forte de végétaliser notre ville. Les aménagements qui ont été faits entre 2008 et 2014, ils sont très jolis, ils sont très bien. On est juste sur une vision, là encore, un petit peu dépassée de l'urbanisme. Nous avons eu des aménagements qui ont été réalisés qui sont faits de façon très minérale. Je prends l'exemple de ma sœur, tout bête. On est en plein été, on est en mois de juillet, il fait chaud. Je lui pose la question, est-ce que tu as envie d'aller te promener avec les enfants en cœur de ville en plein été? Elle me dit, oui, très bien. Tu l'as où l'ombre? Où est l'ombre sur les places publiques de Mont-de-Marsan? Je parle de la place Saint-Roch, je parle de la place de la mairie, je parle aussi de la place du théâtre. Il n'y a pas de possibilité de se poser dans un endroit en cœur de ville, à l'ombre, avec des arbres, avec des aires de jeux pour enfants. Il faut de suite aller sur Nahuc, le parc Lacaze ou Jean Rameau. Aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de penser la ville autrement, et là encore, c'est un outil de redynamisation du cœur de ville. On est en rengaine, mais pourtant c'est la réalité. Si vous êtes capable d'offrir sur les places principales de la ville des lieux pour se poser avec des enfants ombragés, avec des aires de jeu adaptées, bien sûr, même aux personnes à mobilité réduite ou aux enfants, malheureusement, qui sont en situation de handicap, vous verrez que, naturellement, les gens viendront. Les gens auront envie de réinvestir la ville, de se ressaisir du cœur de ville. Sauf que cela suppose également végétaliser la ville. Donc cela veut dire aussi qu'il faut avoir une vision sur les services municipaux et agglomérations. Donc ça veut dire qu'il faudra renforcer également le service espace vert de la ville. Sur les quartiers, il y a quelque chose à faire de la même manière. Aujourd'hui, alors je sais qu'en 2019 a été budgétisé l'entretien des bouches d'égout de la ville de Mont-de-Marsan. Là encore, pourquoi en 2019? Pourquoi pas en 2016? Pourquoi pas en 2015? Pourquoi pas en 2017? On nous prend un petit peu pour des jambons. Donc si vous voulez, aujourd'hui, il faut avoir une autre vision des choses, être capable de végétaliser la ville et de faire face à cette végétalisation par les moyens municipaux et par les agents municipaux. Création donc de places avec des espaces verts arborés, installation d'un espace vert, hop, Olivier, si tu reviens en arrière, installation d'un espace vert à la place de l'ancien immeuble Bédoré. Donc quand vous êtes juste à côté, enfin c'est le futur ex-palais de justice, voilà. Où là, effectivement, ça va être rasé. Il y a la Villa Bédoré plus le palais de justice qui vont être rasés. Là, il faudrait déjà... On voit bien, quand vous passez la rue Victor Hugo, que vous arrivez à l'angle, en angle droit, c'est assez compliqué de circuler. C'est vraiment même très compliqué. Dès que vous avez un petit camion, un petit poids lourd, c'est très compliqué. Donc là, profitez de cet endroit pour avoir une perspective d'entrée dans le cœur de ville quand on vient de Jean Rameau et qu'on passe le pont, et avoir une belle perspective. Là maintenant, effectivement, voilà, nous c'est ce que nous voudrions voir à la place de la mairie. Un endroit arboré, végétalisé, avec une aire de jeu pour enfants, des arbres.
Voilà, c'est avoir un lieu qui soit un peu plus accueillant. Avoir une ville qui rentre dans le 21e siècle. Ensuite, sur le cadre de vie et la sécurité. Alors là, je casse un mythe. Oui, la gauche est capable de parler de sécurité. Il faut arrêter avec ce mythe-là. Il faut arrêter avec ces idées farfelues. Bien sûr que nous sommes capables de parler de sécurité. Après, la différence, c'est que nous sommes fondamentalement humanistes. Nous sommes tournés vers le social. Donc nous, c'est une sécurité qui n'est pas punitive. C'est une sécurité qui prend aussi l'enjeu humain en compte. Quand je dis cela, je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que nous, notre souhait, c'est de travailler en collaboration avec la police municipale et la police nationale. Pourquoi pas se battre aussi pour avoir des moyens supplémentaires pour la ville? On le sait, aujourd'hui, il y a beaucoup de cambriolages. Moi, je sais que j'ai au moins 4 couples d'amis qui ont été cambriolés ces derniers jours. Alors je sais que, visiblement, ils ont identifié les personnes qui ont commis certains de ces cambriolages, ils ont pu les arrêter. Mais enfin, la difficulté, elle existe. Sauf que parler de sécurité, c'est pas forcément mettre des caméras de vidéosurveillance devant chaque maison. Je suis désolé, c'est pas ça la sécurité. Certes, les caméras qui existent, elles sont nécessaires et elles permettent effectivement de résoudre des enquêtes, des difficultés, on ne le conteste pas. Les caméras qui existent, on les maintiendra, c'est pas ça la question. Par contre, parler de sécurité, c'est parler aussi d'humain. Donc c'est effectivement travailler en collaboration avec les forces de police et travailler en collaboration avec la préfecture et les autres personnes. Par contre, de la même manière, attention, commencez à dire à des citoyens, vous allez vous-même devenir référent dans vos quartiers, commencez à faire un peu de délation, surveiller ce qui se passe. Attendez, moi personnellement, ça me rappelle des choses assez horribles. Ne rentrons pas dans ce jeu-là. Faisons de la sécurité intelligente. Faisons aussi de la sécurité en certains endroits. Je pense au tunnel entre Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont. Mais pour avoir été du coup, pour m'être déplacé et aller travailler en vélo pendant au moins 2 ans, je passais tous les jours à cet endroit-là, notamment l'hiver de bonne heure. Je peux vous dire que quand on vient de Saint-Pierre, parce qu'à l'époque j'habitais à Saint-Pierre-du-Mont, et que vous traversez le tunnel, que vous prenez la piste cyclable qui est entre l'IUT et la butte de la voie ferrée, c'était pas éclairé, voilà, tout simplement. Donc là, si moi j'avais pas mes lumières de vélo, je n'y voyais rien du tout. Donc déjà, commencez par mettre de la lumière là où c'est nécessaire. Commençons à faire les aménagements urbains également pour permettre l'accès facilité à ces endroits-là, assurer un éclairage constant et continu de ce tunnel et empêcher qu'effectivement des crimes de ce genre-là puissent arriver encore aujourd'hui sur notre territoire. Là, on est bien d'accord. L'éclairage dans les quartiers. Là, encore une fois, quelle belle vision de l'écologie que de couper l'éclairage dans tous les quartiers. Alors ça, c'est vraiment une vision obsolète, dépassée de l'écologie. Non, l'écologie, c'est pas ça. Attention, on peut très bien faire des économies d'énergie en mettant de l'éclairage dans les quartiers. On peut le compenser, on peut trouver des systèmes d'éclairage qui sont faiblement consommateurs d'électricité. Par contre, il faut remettre de l'éclairage. Vous avez, alors nous on a été témoins sur le porte-à-porte, des gens nous l'ont dit, vous avez des gens, des personnes âgées qui vont faire des repas entre amis, qui vont assister à des événements le samedi soir par exemple, qui font faire vivre la vie sociétale et la vie sociale de Mont-de-Marsan et qui rentrent relativement tard. Ces personnes, quand elles rentrent chez elles, elles sont plongées dans le noir complet. Quand on a un âge certain, qu'on a des problèmes de mobilité, et forcément de suite ça pose problème. Donc essayons de réfléchir autrement. Donc nous l'idée c'est de partir sur un éclairage, un lampadaire sur 2, un lampadaire sur 3, c'est pas la question. Bien sûr qu'on ne fera pas tous les lampadaires, et bien sûr qu'on comblera ou qu'on compensera cette consommation d'énergie là. Mais ayons une autre vision également de l'éclairage public, et je considère que ça participe également à la sécurité des quartiers de Mont-de-Marsan. Rétablir les feux de circulation tricolore au Sablard. Alors je ne sais pas si vous avez déjà assisté à la chienlit permanente que c'est. Moi encore ce matin, pour y être passé sur les coups de 12h15, 12h30, c'est excessivement compliqué. Là, de la même manière, pourquoi avoir fait ça de cette façon sans avoir réfléchi à un réaménagement du Sablard? Pourquoi ne pas avoir mieux communiqué sur cette suppression des feux tricolores? Donc là, de la même manière, il nous faudra avoir une réflexion globale sur l'aménagement de ce lieu-là et commencer par rétablir les feux tricolores avant d'imaginer autre chose. Aujourd'hui, c'est pas vivable. Consulter les habitants de la ville quartier par quartier sur la suppression ou le maintien de la priorité à droite. Là, de la même manière, on a vu des stops qui ont disparu de manière anarchique, sans concertation. Ça a été fait très vite, ça a été mal fait, et c'est excessivement dangereux. On a la permanence qui se situe aux allées Broucher. Justement, aux allées Broucher, quand vous arrivez de la rue, alors c'est la Saint-Vincent-de-Paul, vous arrivez de la rue Saint-Vincent-de-Paul et que vous êtes prioritaire à droite, mais amusez-vous un jour à compter le nombre de personnes qui vous grillent la priorité. Il aurait fallu faire... Alors, il y a des panneaux qui le signalent, hein, mais il aurait fallu faire preuve d'un peu de pédagogie sur la question. On va parler maintenant d'éducation. Pourquoi on parle d'éducation?
Premièrement, parce que nous on constate aujourd'hui que on a perdu 1600 habitants sur Mont-de-Marsan. Donc on a perdu des élèves. Ce n'est pas une raison pour fermer des classes et fermer des écoles. Si on a une vision, une vraie vision de notre territoire, une vision prospective, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redresser le territoire, préparer l'après. L'après, c'est faire revenir des gens à Mont-de-Marsan. Alors pourquoi aujourd'hui fermer des classes quand on est justement sur une politique, et là c'est pas seulement notre programme qui le propose, c'est également le programme des adversaires, c'est de faire rebondir le territoire. Mais moi quand je pense rebond du territoire, je pense à des gens qui reviennent vivre à Mont-de-Marsan. Alors pourquoi fermer des classes? C'est pas logique, d'autant plus que par le passé, lorsqu'il y a eu des classes et des écoles qui étaient en difficulté, il n'y a pas eu de souci pour redécouper la carte scolaire. On peut très bien redécouper la carte scolaire pour faire face aux difficultés, et là je parle de l'école du Carbouet, vous m'aurez compris, pour essayer d'éviter cette fermeture de classe, cette fermeture d'école maternelle, pour anticiper un rebond du territoire. Donc aujourd'hui, il faut penser autrement l'éducation, il faut éviter les fermetures de classe. Je note que dans l'école du Carbouet, il y a en plus un dispositif Ulysse. Donc quel est le message qu'on envoie? On ferme la maternelle, on ferme l'école primaire, on supprime un dispositif Ulysse. Alors certes, il y a d'autres dispositifs qui se mettent en place dans d'autres écoles, et c'est très bien. Mais enfin, ça atténue un petit peu le bilan quand même. Voilà. Donc réfléchissons autrement. On a constaté qu'il y avait aussi une grande souffrance des agents scolaires, périscolaires au sein de l'agglomération. On a discuté avec certains, il y a un taux d'absentéisme qui est en hausse. La vérité, c'est que le transfert de compétences en juillet 2015 a été fait pour des raisons uniquement financières. Il faut arrêter de réfléchir avec un tableur Excel dans la tête. Il faut réfléchir aussi à l'humain. Précipiter le transfert de compétences scolaires, périscolaires au niveau de l'agglomération au mépris du bien-être des agents, c'est une erreur fondamentale. Et c'est une erreur qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un vrai souci au niveau des ressources humaines à l'agglomération dans les services scolaires. Je vous propose de regarder un petit peu l'évolution des directions, comment ça s'est passé. Il y a des personnels en souffrance. Réfléchissons autrement. Instaurer un coût modique de l'accueil périscolaire. Là, c'est pareil, on revient à ce qui se faisait auparavant. Auparavant, le coût du périscolaire n'était pas aussi cher. Pourquoi cette tarification a été faite? Elle a été faite notamment pour financer les TAP. C'est pas une solution, ça. Quand on réfléchit un petit peu, qu'on dézoome, pourquoi la collectivité ferait l'effort de prendre en charge le coût de l'accueil périscolaire? Je vous rappelle que notre ambition, c'est de relever économiquement le territoire. Ça veut dire accompagner l'installation de commerce en cœur de ville. Ça veut dire permettre l'installation de nouvelles industries ou dans les zones artisanales et dans les zones d'activité. Ça veut dire aussi que pour qu'on puisse soutenir la reprise économique, il faut aussi que les gens puissent accompagner cette reprise économique. Et c'est à la collectivité de faire l'effort de prendre en charge une partie du coût périscolaire pour redonner, oui c'est pas un gros mot, redonner un peu de pouvoir d'achat pour permettre aux gens aussi de réinvestir la ville et d'amorcer la relance économique. On continuera d'assurer un fort niveau d'investissement au sein des écoles. Aujourd'hui, c'est pas forcément toujours le cas, on voit qu'on commence à grignoter. Attention, l'éducation c'est un enjeu de territoire également, on le sait. On commence à l'école primaire, l'école maternelle, l'école primaire, on part au collège, au lycée, et nous l'objectif, je vous le rappelle, c'est de garder en majorité nos jeunes sur le territoire. Quand vous regardez l'étude INSEE qui a été publiée en décembre, vous constaterez que toutes les tranches de population ont baissé, sauf les plus de 60 ans. Il est là l'enjeu. Arriver à faire rester sur notre territoire les forces vives de demain. Parlons un peu de jeunesse, dans la continuité justement de ce qui se fait dans nos écoles. Faire de Mont-de-Marsan une ville étudiante, donc je ne vais pas réexpliquer, on en a parlé tout à l'heure dans la redynamisation du cœur de ville. Nous l'objectif c'est d'utiliser l'outil des nouvelles galeries pour faire un lieu d'offre de formation. Là encore je constate qu'on a inspiré beaucoup de nos listes concurrentes, c'est bien, tant mieux pour le territoire, ça prouve aussi qu'on a raison quelque part. Créer une maison des jeunes et de la culture. Alors là, attention, il existe aujourd'hui des endroits, des lieux, des bâtiments municipaux qui ne sont pas suffisamment valorisés. On n'est pas forcément parti sur créer un nouveau bâtiment immense, on a d'autres projets à financer sur notre programme, soyons cohérents, soyons réalistes. Par contre, on constate qu'il y a aujourd'hui des bâtiments municipaux qu'on pourrait un peu retaper, ou qu'on pourrait un peu utiliser autrement pour justement aller en direction des jeunes et de la jeunesse. C'est bien ça l'enjeu. Il y a un travail à faire avec les éducateurs de quartier et les médiateurs, on a discuté avec eux, certains sont venus même me voir justement à la salle Brassens l'autre jour en me disant qu'eux étaient en attente aussi d'avoir un partenariat plus fort entre éducateurs, médiateurs, être à l'écoute des jeunes. Il y a des choses à améliorer sans encore une fois réinventer tout, mais il y a des choses à améliorer sur notre territoire qui ne demandent pas beaucoup de moyens financiers, qui demandent beaucoup de moyens humains, et c'est bien notre projet aussi, l'humain, et qui permettrait d'améliorer certaines choses dans nos quartiers. On va parler de culture maintenant, avec un bon fond d'écran, on l'a reconnu.
Repenser la valorisation du musée d'Espiau-Vléric. Comment? En créant un événement annuel autour de Mont-de-Marsan Sculpture. La collectivité actuelle se félicite du succès de Mont-de-Marsan Sculpture. Ils ont bien raison, c'est effectivement un grand succès. Ça attire beaucoup de monde. Mont-de-Marsan est très visité lorsque les œuvres sont exposées dans la rue. On constate qu'il y a un afflux de touristes, il y a un afflux de personnes qui viennent même de au-delà du département. Mais la question elle est simple, si ça marche si bien, pourquoi ne pas faire une version plus réduite annuellement, à budget constant, c'est pas la question, mais une version réduite annuellement pour poursuivre la redynamisation du territoire et le rebond du territoire. De la même manière, créer un festival des arts de rue. Regardez ce qui se fait du côté de Morsenx, ce qui se fait du côté de Albi. C'est une franche réussite, c'est intéressant. Et j'insiste aussi sur le fait que Mont-de-Marsan possède un tissu culturel, associatif, extrêmement riche, qui est peut-être même méconnu. Le pôle culturel du Marsan existe, c'est un magnifique outil, mais ça ne suffit pas. Et l'alpha et l'oméga de la politique culturelle de l'agglomération montoise ne passe pas uniquement par le pôle culturel de Saint-Pierre-du-Mont. Il faut aussi accompagner les associations, alors je pense au Théâtre des Lumières, je pense au Café Musique bien sûr, de la même manière, mais enfin on peut aussi remettre la culture dans la rue, accessible à tous, populaire, et en faire un outil, là encore, de revivification, ou appelez ça comme vous voulez, de redynamisation tout simplement du cœur de ville. La culture, c'est un outil d'émancipation personnelle, c'est aussi un outil qui peut être animateur de notre cœur de ville et de notre centre-ville. Valoriser les arènes. Alors ça, on en a parlé fin janvier, je vois que là aussi, bon, c'est repris par tous, bref, passons. Valoriser les arènes. Pourquoi je parle de ça? Regardez ce que fait Dax. Alors, parler de Dax en comparaison, je peux vous dire, ça me fait sacrément mal. Pour autant, regardez ce que fait Dax. Finale de Coupe des Landes de basket dans les arènes. Concert de musiciens amateurs dans les arènes. Je pense aussi à Vic Fezensac. Ils avaient à une époque un concert de musique latino. Regardez ce qui se fait du côté de Bayonne. Moi-même, j'ai vu un concert, à l'époque, c'était Manu Chao. Bon, voilà, c'était un concert assez intéressant. Bon, on peut valoriser les arènes. Alors si je dis pas de bêtises, arrêtez-moi si je me trompe, sur les 14 dernières années, je crois qu'on a eu 2 concerts. On a eu Black M et on a eu Mickey 3D. Voilà. Black M et Mickey 3D, en 14 ans. Est-ce que vraiment les arènes ne peuvent pas être utilisées autrement que pour des spectacles taurins qu'il faut maintenir, il n'y a aucune ambiguïté. Nous ne sommes pas ambigus sur la question. Et pour la course landaise, qu'il faut également soutenir pour la peine. Bon. Réfléchissons autrement aussi à valoriser ce qui existe déjà. Un espace urbain dédié aux cultures urbaines. On a vu, lorsque Urbanland s'est monté, ça a eu du succès. L'Urban Fest va de la même manière se dérouler en cœur de ville dans les prochains mois. Bon. Pourquoi ne pas créer tout simplement un espace dédié aux cultures urbaines? Nous avons les berges de la Midouze qui offrent un lieu exceptionnel pour ça, par exemple. On pourrait très bien imaginer une rampe de skate. Regardez ce qu'a fait la boutique Banks Shop avec Frédéric Méhoul pour l'anniversaire de la boutique. Ils ont fait construire une rampe de skate, ça a été un succès phénoménal. Ça veut dire qu'il y a une vraie attente. Regardez ce qui s'est fait à la convention de tatouage il y a 2 semaines à la salle de la marque Kando. Vous vous rendez compte que sur les cultures urbaines, alors là on parle de BMX, de roller, mais on peut aussi très bien parler de tatouage et de choses comme ça. Il faut savoir être dans l'air du temps. Arrêtons d'être anachroniques sur ces sujets-là. Donc l'idée de créer un espace urbain, de la même manière, alors si Fred a réussi à le faire, là j'imagine que ça ne coûte pas des millions, là de la même manière, essayons de créer des aménagements urbains qui font vivre notre cœur de ville. La salle multimodale de Naïk, pourquoi? Cette salle, elle est obsolète, on le sait tous, mais pour autant elle est très utile, très utilisée et appréciée des Montois, de tous les Montois, et moi y compris. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a une salle multimodale à Naïk qui est obsolète parce que c'est un monstre de tôle aujourd'hui, il faut dire ce qui est, qu'il est fait excessivement chaud l'été, excessivement froid l'hiver, et pour autant on a des vides-greniers, on a le forum des associations et on a tout type d'activités. Faisons l'effort financier, là pour la peine, d'arriver à offrir une salle de spectacle. De la même manière, quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a quelques mois, j'avais eu l'occasion d'assister au festival Terre à Terre. Alors, je ne sais pas si certains y sont allés déjà, avec une programmation culturelle qui était quand même assez exceptionnelle. Bon, pour ma partie, c'était Kessia Jones par exemple, ou un peu de rock blues. Je sais qu'il y a des amateurs dans la salle, je fais le petit clin d'œil. Bon voilà, on sait qu'à l'époque, à Mitterrand, on faisait des spectacles. Aujourd'hui, Mitterrand est devenu une salle de basket, une salle sportive dédiée au sport féminin et masculin. Et c'est très bien. Et il faut à tout prix le conserver. Continuons à valoriser ce que fait Basketland et félicitons pour leur succès hier soir en Turquie, d'ailleurs au passage.
Là n'est pas la question. La question, c'est qu'on a perdu la capacité d'offrir sur le territoire montois des spectacles, des concerts de grande envergure. Donc créons une salle multimodale à Nahuc, ça existe déjà. Regardez par exemple ce qui se fait à Nérac en plus petit format. Ils ont la capacité d'offrir des spectacles et ils ont la capacité d'offrir des salles pour les associations. Le même lieu peut être utilisé pour les associations. Donc essayons de créer, alors ça c'est un visuel, voilà, c'est pour vous donner mettre un peu l'eau à la bouche, hein. C'est pas du tout ce que l'on fera forcément, c'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire sur ce lieu-là. Essayons voilà, de remettre un peu de vie culturelle en dehors du pôle culturel, destiné tant aux associations qu'aux spectacles, avec une jauge de 1500, 2000 à 1500, voire plus, si on y arrive, spectateurs debout. Voilà pour la partie culturelle. Alors, on arrive bientôt à la fin. On va vous parler maintenant d'un sujet qui est plus qu'important. On a fait l'effort sur notre liste d'avoir des représentants du monde de la médecine, du monde de la santé. Et on considère, là de la même manière, quand vous regardez les chiffres, là encore on n'a rien inventé, c'est pas nous qui fantasmons un bilan. Regardez les chiffres objectivement. On a perdu beaucoup de médecins généralistes et de spécialistes sur le territoire, sur Mont-de-Marsan et sur son agglomération. Pour autant, il est tout à fait possible de faire des choses. Alors là, je me félicite de voir que d'autres personnes que moi proposent un pôle pluridisciplinaire de santé. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait sur la dernière mandature? Enfin, le constat de la dégradation de l'offre de soins sur la ville de Mont-de-Marsan, il est fait depuis longtemps. Il faut prendre le taureau par les cornes, justement. Créons un pôle pluridisciplinaire de santé. L'idée du pôle pluridisciplinaire de santé, c'est d'arriver à y installer des médecins généralistes, des infirmiers, des soins de kiné, et pourquoi pas des spécialistes. Pourquoi mettre autant de professions de santé sur un même lieu? Et là, c'est un débat qu'on a eu, un débat passionné et passionnant qu'on a eu en décembre avec des représentants du corps médical, lorsqu'on a travaillé sur notre programme. La question, c'est la responsabilité. Le partage de la responsabilité lorsque vous faites un diagnostic médical. On est aujourd'hui en 2020. Poser un diagnostic sur un patient, on sait très bien ce que ça veut dire. Surtout quand on voit l'explosion des pathologies en tout genre aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on demande à des médecins de poser un diagnostic et d'assumer l'entière responsabilité. Il y a des erreurs médicales, ça existe. L'idée d'arriver à regrouper sur un pôle pluridisciplinaire de santé plusieurs professions médicales, c'est non seulement de partager la responsabilité du diagnostic et d'offrir une continuité dans le parcours de soins. Regardez ce qui s'est fait par exemple à Saint-Sevé. Vous avez l'hôpital, donc sur un pôle gériatrique, vous avez la pharmacie, et vous avez entre les deux une maison médicale qui s'est montée, avec 2 jeunes médecins qui sont arrivés. Quel a été le premier acte de ces médecins quand ils sont arrivés à Saint-Sevé? Moi j'en ai discuté avec notamment des représentants de la pharmacie. Ils sont allés voir les pharmaciens, ils sont allés voir les professionnels de santé qui sont à l'hôpital, et ils leur ont dit voilà, on s'installe, mais on souhaite s'inscrire dans un diagnostic partagé et dans l'accompagnement du malade et du patient dans sa pathologie. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que la puissance publique se retrouve sur les manches, comme moi je l'ai fait parce qu'il fait très chaud, pour arriver à créer un pôle pluridisciplinaire de santé et arriver à créer sur Mont-de-Marsan une continuité de soins et arriver à sécuriser le patient et à mieux accompagner les malades sur le territoire. La maison des associations de santé. Nous, dans notre idée, ça serait un bâtiment qui jouxterait ou qui serait connexe avec le pôle pluridisciplinaire. Pourquoi ? Il existe de nombreuses associations sur Mont-de-Marsan, sur l'agglomération, qui essayent de lutter pour un meilleur accès aux droits, une meilleure visibilité de leur combat. Je pense à la Ligue contre le cancer, je pense aussi à des associations de familles avec des enfants qui sont atteints, excusez-moi c'est un peu sec, atteints du trouble autistique ou d'autres pathologies. L'idée aujourd'hui c'est d'arriver à regrouper ces acteurs de la santé publique qui luttent pour une meilleure reconnaissance et une meilleure prise en charge de certaines pathologies dans un lieu unique, pour non seulement avoir l'ambition de répondre à la crise du bénévolat. Intéressez-vous au nombre de bénévoles à la Ligue contre le cancer Land. Moi j'ai discuté avec la présidente, c'est effarant. Ils n'atteignent pas la dizaine sur le département. Donc l'idée c'est d'une part de répondre non seulement à la crise du bénévolat, et d'autre part d'arriver à insérer les gens dans un parcours de soins lorsqu'ils sont éloignés. Il y a aussi un enjeu social. Nous avons travaillé sur l'exemple de Agetmo et de la Oli. La Oli, c'était un lieu d'accueil, un lieu d'écoute qui a été animé par 2 infirmières libérales qui ont créé ce lieu associatif pour accueillir des personnes qui étaient atteintes, alors là plus spécifiquement, de maladies comme la maladie du siècle, malheureusement le cancer. Elles se sont rendues compte que de créer un lieu associatif, un lieu d'écoute, eh bien, ça faisait du lien social, ça faisait de la vie, ça permet à des gens qui heureusement étaient sortis de la maladie de venir accompagner des gens qui y rentraient, qui étaient en plein dans leur combat.
Et ce lieu-là, ce lieu d'écoute, ça permet aussi aux malades de se sentir moins seuls. Parce que quand on est face à la maladie, bien souvent, on se sent très seul. Donc créer un lieu comme celui-ci, c'est pas une utopie. Là encore, on a pris un exemple très concret. C'est juste proposer un endroit où les gens pourront venir discuter et accompagner des personnes. Je vous prends juste un exemple, parce que quand elle me l'a raconté, ça m'a marqué. Il y avait des gens qui étaient qui rentraient dans la maladie, des gens qui étaient malheureusement en plein dedans et qui luttaient pour s'en sortir, et des gens qui en étaient sortis et qui venaient témoigner. Et il y a aussi, alors c'est l'exemple qui m'a marqué, une personne qui se savait condamnée, qui savait que son espérance de vie c'était 1 mois. La personne, tous les jours, est venue dans ce lieu apporter à manger pour faire un repas partagé avec les malades qui étaient là. C'est ça, nos missions. C'est ça aussi, c'est arriver à donner un peu de dignité et d'arriver à remettre du lien social et arriver à faire un lieu de partage et d'écoute. Voilà, notre philosophie sur ce lieu-là, c'est celle-là. Créons un EHPAD. Je constate que l'EHPAD, il était marqué dans le projet Action Cœur de Ville et puis il a mystérieusement disparu du programme de M. Daillot, je ne comprends pas pourquoi. Nous, on a l'ambition d'en faire un. On sait que le territoire montois vieillit. Là encore, lorsqu'on a travaillé, on s'est penché sur les chiffres de l'évolution démographique de Mont-de-Marsan. Bon, quand vous regardez et qu'on sait qu'on est face à un vieillissement, on sait très bien que l'enjeu de ces prochaines années, c'est le vieillissement de la population, alors montoise, de l'agglomération, mais également nationale. Donc mettons tout en œuvre. On sait que c'est compliqué aujourd'hui de créer un EHPAD. On sait que c'est d'ailleurs peut-être pas une réponse qui pourra être à la portée de tous, parce que les places seront limitées. Par contre, ce qu'on sait très bien, c'est que les seigneuriales qui sont en train de fleurir dans Mont-de-Marsan, ça par contre, c'est pas accessible. Et ça met en difficulté les personnes âgées qui sont sur notre territoire. Arrêtons avec ce paradigme des lieux de vie privés pour seniors aisés. Non, nous on veut répondre à la problématique de tous les seniors, aisés ou pas. Et là on rejoint la philosophie du Conseil départemental des Landes avec grand plaisir. Renforcer le dispositif public d'aide au maintien à domicile des personnes âgées, c'est là l'enjeu de demain. On sait très bien qu'effectivement on ne pourra pas créer suffisamment d'EHPAD pour accueillir tout le monde. Pour autant, il faut du coup, en parallèle, continuer à réfléchir. C'est entamé, la démarche elle est faite, mais travaillons aussi avec les acteurs privilégiés du maintien à domicile et de la solidarité pour Mont-de-Marsan, à savoir le département des Landes. Ne mettons pas plusieurs dispositifs côte à côte, essayons de travailler de concert. Le maintien à domicile, c'est l'enjeu de demain. Alors, il y a des aides qui peuvent être faites ou des dispositifs qui peuvent être mis en place avec des nouvelles technologies. Ça demande un accompagnement fort, mais il y a aussi des choses plus basiques qui peuvent être faites. Donc, réfléchissons à ça sérieusement et il faudra accélérer le rythme. Voilà pour la partie santé. Maintenant, on va finir sur la partie démocratie locale. Alors, c'est pas un secret, on le constate tous lors du porte-à-porte. Il y a des gens qui nous reçoivent bien, et puis il y a des gens qui vous disent non, nous la politique, terminé, on ne veut plus rien savoir, c'est fini. Oui, mais non, ça ne peut pas marcher comme ça, on le sait. Il faut arriver à retisser le lien qui s'est distendu entre le citoyen et l'élu. C'est aussi un enjeu de notre époque, parce qu'on sait très bien que le rejet du politique, de la chose politique, ça amène à des écueils qu'on ne veut pas voir arriver sur notre territoire. Et je pense bien sûr aux extrêmes. Nous, les extrêmes, on les combat, on est républicains, on refuse la montée des extrémismes, et quand l'extrême droite prend position, on combat et on dénonce. Je vois que ce n'est pas le cas pour tous. Donc nous, l'idée aujourd'hui, c'est de créer un budget participatif citoyen. Là encore, on n'a rien inventé, c'est juste des choses qui existent. De mémoire, le premier budget participatif, je crois que c'est la mairie de Paris, je crois que c'était 2012, 2013, dans ces eaux-là. Le département du Gers l'a fait avec brio. Le département des Landes a emboîté le pas et a fait un magnifique budget participatif l'année dernière, avec un taux de participation, des projets qui ont émergé. Faisons-le à Mont-de-Marsan. Dédions une part du budget d'investissement de la collectivité aux citoyens, aux habitants du territoire, qui proposent eux-mêmes leurs idées, bien sûr dans le cadre de l'intérêt général, et qui se départagent entre eux. Voilà un exercice de démocratie directe, de démocratie représentative, participative, qui permettra aux gens de se rendre compte que non, la puissance publique n'est pas confisquée, qu'on ne leur a pas enlevé les outils d'expression. Reproposons des outils comme le budget participatif pour retisser ce lien au fur et à mesure qui s'est distendu. Réinstallons aussi un conseil municipal des jeunes. La démocratie, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, il faut qu'il y ait une vraie démarche d'éducation populaire sur ce sujet-là. Conseil municipal des jeunes, ça existait auparavant, ça a disparu, pourquoi ? Ça m'échappe. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons remettre en place un conseil municipal des jeunes pour initier une démarche d'éducation populaire sur le sujet. Consultation citoyenne sur des projets structurants. Pourquoi on a mis cette phrase ? Aujourd'hui, on est en 2020. Il y a des élections municipales les 15 et 22 mars, vous le savez bien. Peut-être qu'en 2025, les événements vont
arriver sur Mont-de-Marsan ou des difficultés diverses et variées auxquelles on n'aura pas prévu de réponse dans notre programme aujourd'hui. On le sait, ça c'est la vie municipale, la vie quotidienne, elle est ainsi faite. Donc l'idée c'est, si par cas nous avions à, je sais pas moi, alors je ne vais pas vous donner d'exemple parce que j'en ai pas qui me viennent en tête, mais si nous devions réorienter de manière radicale nos projets, nous passerons non seulement par les conseils de quartier, mais aussi par les citoyens et par une expression fédératrice citoyenne via les associations et via les représentants des forces vives de Mont-de-Marsan, les commerçants également. Donc voilà, sur la démocratie locale, bon, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, mais je ne veux pas être trop long ce soir. C'est un petit peu pour vous donner les idées forces de notre projet et pour que vous compreniez quel est le sens, la philosophie globale de notre programme. Donc voilà, donc là vous avez à peu près tout le monde de la liste. Nous sommes, ce dont je suis convaincu, c'est qu'on est un groupe uni. On fait du porte-à-porte, on passe des moments conviviaux ensemble. Moi, j'ai avec moi sur ma liste, et j'en suis extrêmement fier, des gens qui sont pétris de Mont-de-Marsan, qui sont convaincus de leurs idées. J'ai affaire à des humanistes, j'ai des gens qui sont tournés vers le social, vers l'environnement avec les représentants écologistes, des gens de grand talent, des gens qui se battent pour leur commune, qui veulent qu'un rebond arrive à Mont-de-Marsan. On est sur une spirale négative, il faut absolument sortir du siphon qui nous entraîne vers le bas, il faut prendre les choses à bras le corps, remettre la collectivité au centre des décisions, arrêter d'évacuer les débats, arrêter d'évacuer les solutions, de reporter tout sur le privé. Nous, on est pour fonctionner avec le privé, là n'est pas la question, on considère simplement qu'il y a des projets qui peuvent être initiés par la collectivité en destination du privé, mais que la collectivité puisse toujours garder le moyen de réorienter la politique si cela échoue. Et l'exemple type, ce sont les halles. Bon voilà, moi j'ai avec moi une équipe de 35 personnes qui sont extraordinaires, avec qui on va se battre encore les prochaines semaines. On veut que le territoire vive, on veut que le territoire rebondisse. Ils sont tous là à mes côtés, il y en a beaucoup qui sont présents ici ce soir. Je vais vous demander de venir avec moi, mes chers colistiers, venir à mes côtés. Ils sont partout, C'est une souricière. La star de l'équipe. Donc voilà, les 15 et 22 mars prochains, pensez à votre territoire, pensez au rebond, pensez à un nouvel essor et surtout votez pour nous. Merci beaucoup. On va passer au périlleux exercice des questions-réponses avec l'Assemblée. On va peut-être faire circuler un deuxième micro. Et en plus, il fonctionne, vous avez la chance. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? La plus dure, c'est la première, je vous rassure, après ça coule de source. Oui, au sujet du projet territoire zéro chômeur, Oui. Voilà. Ma question c'est comment est-ce que vous allez faire pour faire revenir vers l'emploi des personnes qui sont en situation de rupture totale, non seulement avec le monde du travail, mais avec la démarche de recherche d'emploi. Il y a déjà, dans le département des Landes, toutes les associations qui font de l'insertion par l'activité économique. Et voilà, donc Landes Partage, vous en avez parlé justement. Voilà, et le souci, ces structures fonctionnent, il y en a des centaines sur le territoire. La difficulté pour elles, souvent, c'est d'encadrer ces personnes qui sont en rupture. Il y a également le problème des personnes qui sont en situation monoparentale, qui ne peuvent pas toujours faire garder leurs enfants. Il y a également les personnes qui n'ont pas qui ne sont pas mobiles. Le problème donc que rencontrent les structures, voilà, c'est là où je voulais en venir, ce sont les accompagnateurs socio-professionnels qui souvent ont des difficultés et se retrouvent eux-mêmes en difficulté. Voilà, donc. Excellente question. Alors justement, très bonne question, il fallait se lever. Justement, ça va me permettre de définir un peu mieux le public que nous on va cibler.
comme je l'ai dit, on va travailler en complémentarité avec les structures de l'insertion par l'activité économique. C'est un public différent. L'insertion par l'activité économique s'attarde vraiment à travailler avec des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Voilà, des parcours de vie un peu compliqués, notamment plus sur le volet social que professionnel. Nous, on vient apporter une offre complémentaire d'insertion professionnelle. Une offre complémentaire auprès des demandeurs d'emploi longue durée, mais qui ne sont pas dans ces schémas de vie compliqués. Voilà. Des personnes parce que le métier n'est plus présent sur le territoire, parce que le métier est surbouché. Voilà. Plus que des parcours de vie un peu compliqués. Et c'est vraiment ce que je voulais appuyer sur ma présentation, c'est qu'on veut travailler en complémentarité avec l'excellent travail qui est déjà fait par les opérateurs de l'emploi et notamment les structures de l'insertion par l'activité économique. Voilà, j'espère avoir répondu. Après, pour aller plus loin, sur l'accompagnement, notamment pour les personnes monoparentales, c'est apporter l'expertise aussi de la connaissance des dispositifs qui existent, comme la GEPI. Voilà. Et alors, je précise juste une chose, c'est que lorsqu'on a rencontré, par exemple, Lampe Partage avant-hier avec Romain, de la même manière, eux, ils nous disent, lorsque l'on arrive à réinsérer des personnes éloignées de l'emploi, eux ne proposent souvent que des CDD. Donc c'est des contrats qui sont assez courts. Et ce qu'ils nous disent, c'est que, arrivé au terme du CDD, parfois ces personnes sont prêtes à revenir dans le monde de l'emploi dit classique. Et ce que nous disaient donc les responsables de Lampe Partage, c'est qu'à ce moment-là, peut-être qu'effectivement, un dispositif du genre expérimentation territoire zéro chômeur pourrait offrir également un débouché pour eux. Donc c'est-à-dire que le premier pas, c'est l'insertion par l'activité économique. Effectivement, arriver à remettre le pied à l'étrier pour des personnes qui sont éloignées. Et après, dans le cadre de l'expérimentation, avec la création d'une entreprise à but d'emploi, offrir des débouchés et dès le départ, travailler avec l'AST, Lampe Partage et les structures de l'insertion par l'activité économique pour travailler avec elles sur justement les types d'emplois qui pourraient être créés, les types d'activités qui pourraient être créées pour ensuite continuer à faire le tremplin. Moi, je termine juste, je donne un exemple très personnel. Lorsque j'étais président d'une association, j'avais été amené à recruter une secrétaire comptable, par exemple. Je me suis tourné donc vers l'AST. Et effectivement, l'AST avait accompagné une jeune femme dans l'insertion et ils m'ont dit, nous on ne peut la garder qu'en CDD, elle cherche autre chose. Et moi, avec mon association, j'ai rencontré cette femme qui a un grand talent, grande cour de compétences, qui est d'ailleurs toujours aujourd'hui salariée en CDI à mi-temps de l'association que je présidais auparavant. Voilà, c'est ça l'exemple, c'est d'arriver à offrir un débouché à ces personnes-là qui passent par l'insertion et ensuite cherchent à rebondir dans le monde du travail. Ça, c'est possible. Des associations le font, j'en suis l'exemple même. Aujourd'hui, créons de nouveaux débouchés, parce qu'on sait qu'on peut le faire, et offrons des CDI à ces personnes-là. Gilou. C'est pas grave, je vais parler sans micro. Attends, je te passe le mien. Céline, t'embête pas. Quelle formation pensez-vous apporter à ces personnes-là, ceux qui sont peut-être pas forcément très éloignés de l'emploi, mais qui sont de longue durée et qui ont besoin de changer de profession? Nous, l'entreprise à but d'emploi, c'est pas faire de la formation, si tu veux, Gilou, c'est offrir un emploi. Après, pour la formation, de toute façon, il existe des acteurs du monde économique, comme Pôle emploi et Cap emploi, qui, eux, peuvent rediriger sur des formations. De toute façon, ce qui est certain, c'est qu'il faudra travailler en synergie avec tous les acteurs de l'emploi du territoire. On ne pourra pas faire l'économie travailler avec Pôle emploi. Ce sont bien eux qui, aujourd'hui, flèchent des candidats, des CV et des candidatures pour les entreprises. Donc si tu veux, voilà, ce travail sera fait en collaboration non seulement avec les acteurs de l'insertion par l'activité économique, les acteurs institutionnels, bien sûr, comme Pôle emploi, Cap emploi, et ensuite réinsérer ces personnes-là. Donc les formations, elles seront faites en amont, effectivement. Et après, pourquoi pas, une fois que l'entreprise à but d'emploi est créée, flécher des formations pour des gens qui sont dans les structures d'insertion, pour ensuite peut-être les spécialiser, pour les amener à intégrer les structures. Ça, effectivement, c'est possible et c'est envisageable. Oui, je suis arrivé un petit peu en retard sur le commerce, mais ça m'en donnait un petit peu. J'avais deux questions particulières à vous poser. La première, c'était plutôt, que pensez-vous de l'Office du commerce qui a été créé par l'ancienne... la mairie actuelle. Oui, la future Merci, ça c'est une question piège. Et la deuxième chose, c'est plutôt, avez-vous une idée particulière,
à savoir qu'est-ce qu'on fait de ces 80 ou 90 boutiques qui sont vides en cœur de ville. Et avez-vous un projet pour ça, sachant que souvent ça dépend des propriétaires qui ne veulent pas louer ou qui louent à des prix rédhibitoires. Voilà. Alors ça, ce qui est certain, c'est que Mont-de-Marsan a un taux de vacances commerciales qui, quand on arrive à 7-8%, c'est incompressible. Parce que, effectivement, il y a la problématique de la propriété des locaux et des loyers qui sont donnés. Donc là, si vous voulez, pour résoudre ce problème-là, alors là, pour la peine, moi je ne vois que deux solutions. Le dialogue avec le propriétaire, bon, sachant que c'est 90% de chances que ce soit voué à l'échec. Après, la négociation avec le propriétaire pour que la collectivité puisse se réemparer de ce lieu-là et offrir un loyer plus attractif. C'est là où il faut être intelligent et il faut travailler en concertation avec tous les commerçants, parce qu'on sait bien, certains me l'ont déjà dit, oui, mais c'est une concurrence déloyale, puisque là, vous allez racheter un local et vous allez proposer des loyers. Sauf que, attention, ayons la vision globale des choses. Plus il y aura de commerces en centre-ville, plus de gens viendront, et plus les retombées seront intéressantes pour tous les commerces, quels qu'ils soient. Concernant la première partie de votre question, sur l'office de tourisme, de commerce et de l'artisanat, voilà, alors justement, effectivement, j'avais répondu en partie, mais je vais repréciser, c'est pas un souci. C'est un outil qui aujourd'hui n'est pas assez valorisé. Quand on voit le nombre d'agents qui accompagnent et qui travaillent sur cet outil agglomération, c'est trop peu. Et c'est bien là que le bas blesse. C'est pourquoi ne pas mettre des moyens humains plus importants sur l'accompagnement des commerçants et des industriels qui veulent venir s'installer sur l'agglomération, pour les aider à monter le dossier, parce que c'est ça la réalité, c'est que quand vous avez quelqu'un qui veut venir s'installer, il va commencer à s'adresser à la collectivité. Je voudrais m'installer, qu'est-ce qu'il est possible de faire, est-ce que vous avez la fibre, quelles sont les aides au niveau du foncier, comment ça se passe, etc. Là, il faut qu'il y ait des gens qui accompagnent, qui montent des dossiers, qui travaillent avec la région également, pour installer. C'est là où il faut y répondre fortement. Et il faut aussi arriver à recruter, alors là, c'est plus compliqué, mais on a des idées. Arriver aussi à recruter des agents, des personnes qui ont une vraie expertise, qui connaissent leur métier, qui connaissent les débouchés, qui ont des réseaux. Le département des Landes possède ce genre de talent, par exemple. Il faudrait que l'agglomération l'ait également. D'autres questions? Vous avez chaud, hein? Moi aussi. Pour revenir sur la question de l'action cœur de ville et des cellules vides, justement, comment est-ce qu'il faudrait faire pour que ces bailleurs arrêtent de penser qu'il vaut mieux qu'ils payent leurs taxes sur les friches commerciales plutôt que de baisser le loyer qu'ils demandent. J'ai l'exemple de quelqu'un à Mont-de-Marsan qui a voulu s'agrandir parce qu'il a une entreprise qui marche très bien, qui est en centre-ville. Il a voulu toquer à la porte de quelque chose qui était vide depuis un petit moment, mais il m'a dit là ça va pas être possible parce que le loyer est vraiment trop cher. C'est vraiment dommage. Il faut miser sur la réflexion de ces gens-là. L'idée qu'ils peuvent en avoir, garder des cellules de ville dans le centre de Mont-de-Marsan, c'est aussi, à un moment donné, bloquer la relance du cœur de ville. Donc pour eux-mêmes, c'est une erreur. Comment font-ils pour continuer à valoriser leur logement, leur enseigne, leurs locaux commerciaux? S'ils ne sont pas occupés, de toute façon, il faut bien qu'ils fassent des travaux d'entretien. Ça leur coûte. Donc l'idée, c'est de miser sur une dynamique qui sera lancée et qui peut-être forcera. J'ai pas de réponse miracle, j'ai pas d'outil miracle, vous l'avez bien compris. Hein. Mais voilà, nous on sait qu'il y a des choses qui sont possibles. On sait qu'il y a des mètres carrés commerciaux qu'il faut réinvestir, qu'il faut reprendre, il faut réinvestir dedans. Encore une fois, on a été capable de mettre 1,5 million sur un troisième cinéma, pourquoi on n'a pas mis 1,5 million sur des mètres carrés commerciaux? Enfin, c'est du bon sens à un moment donné. Donc miser sur le fait que lorsque la relance sera en place, je suis certain qu'on y parviendra, aucune ambiguïté là-dessus. Voir que ces gens-là, finalement, finiront par céder, parce qu'ils se rendront compte que leurs loyers sont déconnants par rapport à ce qui sera proposé à côté, et que de toute façon, ce seront les perdants de la reprise. D'autres questions? Je vais peut-être paraître bête, mais on était en train de se poser la question, où est et qu'est-ce que c'est que cet office du commerce ou de je sais pas quoi là? C'est à côté du... quand vous êtes sur la place du théâtre, vous êtes de dos au théâtre, c'est à l'angle, à gauche, avant le pont. C'est l'ancienne minoterie. Oui. Après, il y a les services développement économique qui sont, eux, par contre, dans l'agglo, hein, directement dans l'agglo. Sur le siège de l'agglo, à côté de la Caserne Bosquet. D'autres questions? On a fait le tour? Vous êtes sage. Sur la propreté dans la ville, est-ce que vous... C'est bien le quotidien. Voilà.
Alors la propreté dans la ville. Moi, je suis chemin de Thor et quand je travaille à côté de la préfecture, c'est juste un parcours d'obstacles le matin. Parce que je viens à pied. Alors déjà, entre la chaussée qui est complètement les voitures qui roulent très très vite, les chaussées, et en plus, quand on arrive en ville, donc il y a beaucoup de piscines. Écoutez, moi je vais faire une réponse très synthétique. C'était la principale chose qui était reprochée en 2008 à la gauche quand elle était au pouvoir, la propreté dans la ville. Et force est de constater que ça ne s'est pas amélioré en 12 ans. Donc là encore une fois, les promesses, les fausses promesses, les leurres, bon, les gens s'en rendent compte, je suis d'accord avec vous, il y a quand même des choses à améliorer. Alors là en ce moment, c'est très bien. Vous avez l'aspirateur qui passe, les agents de la ville nettoient les quartiers. En ce moment, c'est très bien. Mais non, mais sincèrement, c'est une action à avoir au quotidien. On le sait et on y veillera. Alors moi, ça serait plus sur le... S'il vous plaît. Alors moi j'habite à côté de l'école de Saint-Jean-d'Out et moi je pars à pied au travail. Quand on passe, on arrive devant ce qui était le logement de fonction de l'école de Saint-Jean-d'Out juste avant les classes. On ne peut pas passer sur le trottoir. Alors moi je n'ai plus d'enfants en poussette, je ne suis pas en fauteuil roulant, mais je plains les personnes concernées parce qu'elles sont obligées de passer sur la route. Les voitures sont garées à ras des murs et on est obligé de passer sur la route pour continuer notre chemin. Donc je ne sais pas si la police municipale qui fait l'entrée de l'école qui est dans la rue Jules Ferry passe ou pas de ce côté-là, mais elle devrait passer parce que c'est pas normal, quoi. Et c'est tous les jours. Oui, non, on est bien conscient que l'aménagement urbain dans sa grande globalité, les aménagements de ville, il y a beaucoup d'endroits qui doivent être repris. Donc après voilà, il faut juste arriver à y mettre les moyens. Et encore une fois, notre philosophie, c'est qu'il faut accompagner la reprise économique. On le sait, Romain l'a expliqué, on a une reprise économique. Sur Mont-de-Marsan, soyons capables de capter cette reprise, du coup d'accroître la base fiscale d'impôts entreprises sans forcément toucher au taux, juste augmenter la base fiscale, remplir les zones d'activité, faire revenir des commerces. Et de par cette relance-là, ce qui est certain, c'est que toutes les choses que vous expliquez seront réalisables de fait. C'est bien ça l'intérêt. Et de toute façon, je veux dire, aujourd'hui, avec les outils qui existent, il n'y a pas d'ambiguïté, on sait que c'est faisable. Maintenant, il faut juste remettre la puissance publique au cœur de la décision pour accompagner tous ces phénomènes-là. Et avoir, bien sûr, une vision sur la qualité de vie dans les quartiers, les aménagements urbains qui doivent être faits, essayer de les faire en grande majorité. Alors planifier, on ne va pas tout faire en 1 an, 2 ans, on le sait très bien. Et vous avez l'avenue de Sabre, c'est l'arlésienne de la droite actuellement au pouvoir. Ça fait des années qu'ils nous en parlent, ils n'ont jamais rien fait. Et on nous le remet aujourd'hui dans le programme. Arrêtons de nous prendre pour des imbéciles. Donc voilà, par contre, ayons une action concrète sur peut-être des petites choses qui peuvent améliorer le confort de vie des Montoises et des Montois. Les pistes cyclables, les bouches d'égout qui ne sont pas entretenues, ces choses-là, effectivement des trottoirs à refaire. Et ensuite, planifions un réaménagement de la ville de façon plus réfléchie et plus programmée. Je suis désolé, il n'y a que notre côté qui pose des questions. C'est très bien, c'est très bien. C'est un peu embêtant, mais j'ai l'impression que les autres dorment. Donc c'est pas grave. Petite question, si vous êtes élu, que comptez-vous faire au niveau de la communauté d'agglo? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on rajoute des couches à la communauté d'agglo. Pardon. J'ai entendu dire qu'on avait embauché tonnes de chefs de service qui venaient de droite et de gauche, de partout, de toute la France. De droite. Oui, en fait, de droite et de gauche, position géographique. Hein, ok, ça marche. Ne nous trompons pas. Qui viennent d'un peu partout. Et aujourd'hui, moi, j'entends des gens des services techniques me raconter des choses en me disant, pour changer un store ou pour changer une vis, on est obligé de faire une demande à la ville est obligée de me faire une demande pour une vis à la communauté d'agglo, d'attendre un devis, d'avoir un devis et de redescendre. Êtes-vous prêt à rapatrier certains services pour que ça marche mieux, notamment dans les écoles, les choses comme ça, parce qu'il y a quand même pas mal de soucis. Que de questions. Alors, on va répondre de manière synthétique. Alors, sur les difficultés relationnelles entre le service éducation et les services techniques, elles existent. Après, là je pense que les services vont un peu caricaturer le fonctionnement, c'est pas aussi lourd que ça, encore heureux, mais il y a des rigidités, je suis d'accord avec vous, il y a des rigidités. Après, ce qui est certain, c'est que, en ce qui concerne la communauté d'agglo, on a une vision politique. Notre vision politique, c'est tourner vers la reprise économique, l'environnement. Bon, vous avez compris, c'est essayer de redresser le territoire économiquement, faire déjà ce qu'on peut avec les moyens que l'on a pour entamer la transition écologique.
en parallèle relancer économiquement le territoire et ensuite redistribuer la richesse. Là, on n'a rien inventé, c'est dans notre ADN, c'est là aussi une politique de gauche pure et dure, il n'y a aucun souci là-dessus, avec la composante écologique. C'est ça notre philosophie. La réalité, c'est qu'à l'élection communautaire, il y aura d'autres délégués communautaires qui proviendront d'autres communes. Moi, mon souhait le plus cher, c'est qu'il y ait un maximum de communes qui envoient des délégués communautaires qui partagent notre vision. Si c'est le cas, on réfléchira. Est-ce que le maire de Mont-de-Marsan doit à tout prix être le président de la communauté d'agglo? Si on est majoritaire dans ce point de vue-là à l'agglo, on peut discuter. Par contre, si on est minoritaire et qu'on se retrouve face à nous avec des gens qui continuent à être un peu ambigus, oui, non, la transition écologique, ouais, non. Là, clairement, moi je vous le dis, oui, il faudra qu'on prenne aussi l'agglomération pour flécher la politique que l'on veut développer. Regardez aujourd'hui les compétences, hein, je veux dire, au niveau des compétences, vous voyez bien que si on regarde juste les compétences de la ville, état civil, il y a quoi? Il y a le musée. Le musée en lui-même est toujours géré par la collectivité, la ville de Mont-de-Marsan. Il vous reste l'état civil, les cimetières. Bon voilà, on est vraiment sur des choses très minces. Donc l'enjeu, c'est l'agglo. Il ne faut pas se leurrer, on le sait très bien. Donc l'enjeu politique, c'est l'agglo. Donc si on arrive à avoir une majorité de conseillers communautaires qui sont dans la même philosophie que nous, on réfléchit. Sinon, bon, il faudra qu'on prenne l'agglo pour bien sûr développer notre politique, parce que c'est vital pour notre territoire. Gilou. Je suis désolée. Et c'est parce qu'on parle de l'agglo et que ça m'interpelle. Pour le ramassage des ordures ménagères. Alors je suppose que c'est par économique, on lève les ordures ménagères 1 fois par semaine. L'hiver, ça ne pose pas de grands problèmes, les températures ne sont pas très élevées. Mais par contre, l'été, ça pose problème. Parce que les déchets ménagers, c'est-à-dire par exemple, quand on fait cuire des magrets, quand on lève le gras, on ne peut pas le mettre à la poubelle, parce que sinon ça va attirer les mouches, il y a des vers, et c'est insalubre. Donc si on fait dans une poche, on le met en attendant de le mettre à la poubelle et le jour de ramassage. Et question santé, je ne suis pas sûre que ça soit très... Alors, réponse très simple, mangez le gras du magret. Vous embêtez pas à séparer la viande du gras. Non, allez, non, plus sérieusement, sur le Sictom du Marsan, là, il faut se baser aussi sur ce qui a été dit par la Chambre régionale des comptes dans le rapport qui a été rendu le 19 juin 2019. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'excédents sur le Sictom du Marsan. Donc après, il faut réfléchir. J'ai pas de réponse, Gilou, à te donner là, bien sûr. Je vais pas te dire, oui, on va doubler l'été. C'est pas cohérent. Ça serait faire de fausses promesses. Réfléchir, par contre, en fonction des périodes de production des déchets, d'adapter, bon, ça, il faudra se poser la question. Mais sachant que le Sictom du Marsan est un syndicat annexe de l'agglomération, etc. Donc là, on est sur vraiment un établissement qui est géré différemment de l'agglomération, bien que ce soit des élus communautaires qui soient représentés. Mais là, bon, pour l'instant, on se cantonne vraiment à la ville, à l'agglo, et sachant que oui, derrière, la politique du déchet est très importante. Il faut imaginer des solutions face aux problématiques qui se posent. Allez, on prend une dernière question. On prend une dernière question. Est-ce que vous pensez reprendre le désherbage des trottoirs? Très bonne question, parce qu'on se l'est posé. Clairement, aujourd'hui, nous, ce que l'on constate, c'est que dire aux habitants du territoire, vous vous occupez des devantures de maisons, de trottoirs, etc., il y a juste un petit problème. C'est que quand vous êtes une personne en situation de handicap ou une personne âgée, c'est pas forcément faisable. Donc là, effectivement, quand on parle de renforcer le service espace vert de la ville, on intègre cette réflexion-là. Après, s'il y a des personnes qui souhaitent garder un coin, parce qu'il y en a aussi, il ne faut pas se leurrer, il y a des gens qui vous disent « Non, mais moi, avoir un peu de verdure sur mon trottoir, ça ne me pose pas de problème. » Donc là, faire du cas par cas, non, mais par contre, les personnes qui ne peuvent pas le faire, qui se manifestent à la collectivité pour qu'on apporte une aide. Ça, c'est clair. Voilà. Bon, écoutez, on aura d'autres réunions publiques. Jeudi prochain, c'est à la salle Georges Brassens. Petit bonheur. 1000 excuses, c'est la fatigue. Petit bonheur, jeudi prochain. On se retrouve le lendemain à l'Auberge Landaise. Et cochez-vous dès maintenant le grand meeting de clôture le 11 mars. Où là, ça sera en format XXL, on aura des intervenants de qualité. Merci à tous.